Cette partie va surtout concerner, donc par rapport à tout ce qu'on a dit, la fidélité d'une mesure. Et ça va aborder plein de notions, donc que ce soit la théorie classique de ce qu'on appelle un score vrai, ce que l'on appelle l'erreur de mesure, les différents postulats qui sont pris en compte en psychométrie, et enfin ce qu'on appelle la définition de l'indice de fidélité, comment on va mesurer, comment on va dire qu'un score qu'un test plutôt est fidèle, comment est-ce qu'on va estimer aussi que les items vont être corrects, et on va enchaîner sur des théories qu'on appelle les formes parallèles d'un test, et enfin tout ce qui est l'erreur standard de mesure, etc., et comment ça se calcule, et en fait en lien avec les estimations. Donc, la notion de fidélité de la mesure. Donc en fait, on va avoir plusieurs principes d'estimation de la fidélité, c'est-à-dire quelle que soit la technique qui est utilisée, elle va ce que l'on appelle opérationnaliser la même démarche. C'est-à-dire qu'on ne se concentre pas sur la technique, mais on se pose des questions sur quelle forme de fidélité est étudiée à travers chaque approche. Et du coup, on a plusieurs techniques d'estimation dont on va reparler après. Donc, forme parallèle, les tests-retests, les découpages en deux parties, la covariance, etc. En gros, comment on va savoir qu'un test est efficace. Donc, théorie classique du score vrai de l'erreur de mesure. Donc, en fait, la théorie classique des tests, c'est aussi ce qui est appelé le modèle de mesure du score vrai. Donc, en fait, la théorie, elle présente, outre le cadre conceptuel général, un ensemble de procédures qui peuvent être utilisées pour mettre à l'épreuve ou tester la fidélité d'une mesure. Donc en fait, c'est un modèle ce modèle d'erreur de mesure, c'est un modèle de mesure, c'est-à-dire qu'il en existe plein d'autres. Et donc, mais les autres modèles sont plus complexes et donc avec plus de compétences en mathématiques que celles pour comprendre le score vrai. Donc en fait, il y a plusieurs modèles différents pour pouvoir tester la fidélité d'un test ou d'un certain nombre de questions. Et du coup, le modèle classique, ça va être un modèle simple qui va reposer sur un certain nombre de postulats théoriques et qui sont assez logiques. Et donc en fait, c'est ce qui convient aussi à la plupart des questions d'évaluation que l'on se pose en psychologie. Et donc, un autre critère, c'est qu'aussi ce modèle-là permet un certain nombre de développements statistiques et donc permet aussi d'utiliser des formules ou des indices qui sont disponibles sur les logiciels de statistiques. Et donc en fait, dans cette théorie classique, les analyses sont réalisées sur les mesures obtenues à l'issue de la passation d'un test, et du coup elles vont porter sur le score global, mais aussi sur chaque item qui va composer un test. Donc c'est-à-dire que c'est comme si on avait un contrôle, on va reposer cette théorie, en fait elle va calculer aussi chaque composante, donc chaque question, et la note générale. Et donc on peut analyser la note globale, mais aussi dans le détail. Et donc en fait les propriétés de chaque, donc comme on a dit, les propriétés globales les propriétés de chaque item. Et donc en fait il y a une relation entre les propriétés psychométriques des items plus de la résultante globale. Donc en fait la réponse à chaque question, elle va correspondre à la note qu'on va avoir à la fin. Mais, car il y a un mais, l'analyse de la fidélité abordée dans le cadre de cette approche qui est classique, elle ne porte pas que sur les résultats obtenus par un échantillon de sujets, mais c'est aussi la limite, c'est que, alors attendez, elle ne porte que sur les résultats obtenus par un échantillon de sujets, pas par un échantillon représentatif d'items. C'est-à-dire que les résultats que l'on va obtenir, ils ne valent que pour l'échantillon de sujets auxquels on a attribué le test. Donc par exemple, si on le passe à la classe de seconde 1, l'analyse que l'on va faire, elle ne peut correspondre qu'à la classe de seconde 1, elle ne peut pas correspondre à la classe de seconde 2. Et donc les résultats ne valent que pour l'échantillon de sujets et on ne peut pas généraliser à toutes les versions du test ni à tous les échantillons de sujets et de populations d'individus. Donc ça c'est ce que l'on appelle la théorie classique du score vrai et de l'erreur de mesure. Et donc il va y avoir plusieurs postulats et donc on va considérer on considère que ces énoncés hypothétiques sont des a priori. Donc dans un premier temps, c'est-à-dire qu'on va les considérer comme vrais parce qu'on ne peut pas les démontrer. Donc le postulat numéro un, c'est ce qui dit que pour une personne donnée, donc on va l'appeler, je sais pas moi, ici on l'appelle I, le score qu'elle va avoir, donc le score de X qu'elle va avoir, est constitué de deux composantes. C'est-à-dire que quand on a un score, il y a une composante qui correspond à ce que l'on appelle le score vrai, et une composante qui correspond à ce qu'on appelle le score d'erreur, donc c'est l'erreur de mesure. Donc par exemple, si quelqu'un a eu un 15 à un contrôle, ça veut dire que on peut estimer qu'il y a eu une part d'erreur, donc qui serait par exemple liée à la façon dont il a été corrigé, à est-ce que le prof était de bonne humeur, etc., etc.
Et du coup, il va y avoir une part d'erreur. Donc ça veut dire que le vrai niveau de la personne, c'est pas vraiment 15, mais c'est 15 plus ou moins quelque chose. Donc peut-être que le score vrai de la personne, ça va être 14, et du coup, elle a obtenu 15. Ou peut-être que le score vrai de la personne, c'est 16, et qu'elle a obtenu 15. Et du coup, il y a en fait une part d'erreur. Donc ça veut dire que dans chaque résultat, on va avoir une partie d'un score vrai qu'on ne pourra jamais se connaître, et une partie qui correspond à un score d'erreur. Et donc en fait, toute note obtenue par un individu, toute mesure, quel que soit le domaine scientifique, doit comporter une part d'erreur. C'est-à-dire que même si on va mesurer une feuille avec une règle, on va forcément faire une erreur. Peut-être qu'on va mesurer un peu plus, peut-être qu'on va mesurer un peu moins. On ne peut jamais mesurer de façon exacte. Par exemple, après, ça dépend de à quel point on va mesurer. Par exemple, si là, je vais mesurer ma taille, peut-être que je vais dire je fais 1m57, mais c'est pas totalement vrai, parce que peut-être que je fais 1m 777. Et du coup, c'est pas correct. Oula, 700, 577. Ok. Et donc, en fait, la note obtenue, elle reflète imparfaitement, donc de façon imparfaite, la valeur de l'élève. Et du coup, c'est ce que l'on appelle l'erreur de mesure. Donc en fait, quand vous avez une note pas très correcte, vous pouvez toujours blâmer le fait qu'il y a une erreur dans la mesure. Et pareil, dans l'erreur de mesure, on peut mettre aussi le fait que, par exemple, on n'était pas bien ce jour-là. Du coup, est-ce que c'est vraiment notre niveau ou est-ce que notre niveau il a été impacté par le fait qu'on ne soit pas bien ce jour-là? Voilà. Après, en général, l'erreur de mesure, elle est que quelques points. C'est-à-dire, c'est pas normalement je dois avoir 15 et j'ai eu 8. En général, c'est plus je dois avoir 15 et j'ai eu 14 ou j'ai eu 13. Voilà. Donc ça, c'est le postulat numéro un. Et justement, pour revenir à cet élément de l'erreur, la précision donc en fait dans la mesure, elle tient uniquement de l'ampleur des erreurs dans l'évaluation. Et en fait, c'est pour ça aussi que dans le code de déontologie, on a interdiction de restituer les résultats d'un test de façon brute, car justement ça n'a pas de sens. Et il faut moduler l'importance de l'erreur. C'est pour ça, par exemple, dans un test de QI, on ne peut pas passer un test de QI où on nous dit ah bah tiens, t'as eu un score de machin. Non. On nous dit, en fait, il va y avoir une interprétation du résultat qui a été donné, et cette interprétation, elle est faite par le psychologue, parce que du coup, il a été entraîné pour faire passer le test. Et donner un score juste comme ça n'a pas de sens. Donc c'est comme si moi, je vous dis, regardez, tel élève, il a eu 15, mais en fait, je vous dis pas dans quelle matière, je vous dis pas quel âge il a, je vous dis pas comment était le contrôle, etc. Donc, ok, c'est bien de savoir que l'élève, il a eu 15, ok, c'est bien, mais on n'en sait pas plus. Voilà. Et du coup, les résultats bruts n'ont pas de sens en soi, car c'est leur interprétation qui compte. Si par exemple je dis qu'il était fatigué ce jour-là, on ne va pas interpréter le 15 de la même manière que si je vous dis il était au top de sa forme. Donc voilà, il y a plein d'éléments. Et donc, du coup, l'autre partie, donc leur score vrai, le score vrai, c'est ce qu'on appelle un score théorique, parce qu'on ne connaîtra jamais, car il y a toujours une part d'erreur. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais savoir combien telle feuille, par exemple, mesure, parce qu'il y a toujours une toute petite partie qui sera fausse. Et du coup, on n'accède jamais au score vrai. Et du coup, c'est encore plus une réalité quand on mesure quelque chose comme l'intelligence, comme la motivation, etc. Et donc, en fait, le score vrai, c'est une constante, c'est-à-dire une caractéristique des sujets évaluée de façon stable dans le temps. C'est-à-dire que si je passe le test aujourd'hui et si je passe le test demain, même si à un test j'ai eu 15 et demain je le repasse, j'ai eu 14, mon niveau entre-temps, bon, sauf si j'ai révisé d'une nuit à une autre, mon niveau n'a pas changé. Donc ça veut dire que la part qui est différente, ça va être la part d'erreur. Et du coup, cette part d'erreur, ça peut être parce que telle question mesure moins bien mon niveau, parce que le prof a moins bien corrigé telle partie, etc. Et donc, mon niveau, en fait, ça va être une constante. C'est-à-dire que mon niveau aujourd'hui et mon niveau demain, ça va être le même. Il n'y a pas de raison qu'il change en une nuit. Sauf si, bien sûr, j'ai fait quelque chose. Et donc, c'est une caractéristique des sujets qui est évaluée de façon stable dans le temps. Et elle est propre de l'individu et elle ne varie pas dans le laps de temps de l'évaluation. En revanche, l'erreur de mesure, elle, est susceptible de varier. Et donc, elle a peut-être plus ou moins elle est plus ou moins importante et du coup, elle est aussi aléatoire. Donc comme j'ai dit, aujourd'hui je peux avoir moins bien, demain je vais avoir mieux. Et l'erreur, elle va varier au hasard en fonction de l'intensité. Et elle peut soit s'additionner au score vrai, soit s'y soustraire. Donc quand elle s'additionne, on dit qu'il y a eu une surestimation du score vrai. Donc si j'ai eu 16 alors que je devais avoir 15, c'est une surestimation. Si j'ai eu 14 au lieu d'avoir 15, c'est une sous-estimation de mon réel niveau. Donc ça, c'est le postulat 1 en psychométrie. Ensuite, le postulat 2, c'est que par définition, le score vrai est ce que l'on appelle l'espérance mathématique de la mesure. Donc là, on entre un peu dans des définitions de statistiques. Et donc en fait, l'espérance mathématique, c'est la moyenne qu'obtiendrait cette personne si on répliquait la même mesure dans les mêmes conditions un nombre de fois infini. Donc, c'est-à-dire
imaginons, moi je passe un examen, et que demain je repasse le même, et le lendemain je repasse le même, je repasse le même, je repasse le même, je repasse le même. Donc en fait, on va calculer en moyenne combien je vais avoir. Donc si je passe le même examen pendant 100 jours à la suite, en supposant que mon niveau ne change pas, un coup je vais avoir 14, un coup je vais avoir 16, un coup je vais avoir 17. Et en fait, la moyenne de tout ça, c'est ce que l'on appelle l'espérance mathématique. Donc en fait, on ne connaît pas le score vrai d'un individu, mais on peut chercher à l'estimer. Donc c'est comme ce que je disais par rapport à la courbe de Gauss, donc la courbe en forme de cloche, c'est qu'en fait, si je le repasse le test, mes résultats ils vont être autour de cette note à peu près, enfin la note qui apparaît le plus. Et il faut bien... c'est une illustration du score vrai et de l'erreur de mesure. Donc une fois on va m'enlever un point, une fois on va m'en rajouter, une fois... Parfois ça peut même être à peu près égal, etc. Et donc, ça tend davantage donc, vers le score vrai que la mesure. Plus on réplique quelque chose, plus on a de chance d'atteindre la réalité. C'est-à-dire que plus on lance quelque chose, plus on a de chance de toucher le truc. Et donc, même si quand on lance, il y a d'autres histoires de dextérité, d'habitude, etc. Et en fait, l'estimation, donc dans un test comme ça se rapproche du score vrai. Mais bien évidemment, il y a des limites à ce postulat. C'est-à-dire que il est, non, enfin, c'est évidemment irréalisable. C'est-à-dire qu'on ne va pas répliquer la même mesure dans les mêmes conditions un nombre de fois infini. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas passer le même test 100 fois. Enfin voilà, c'est pas éthique. Et du coup, on peut se demander jusqu'où peut aller la réplication de la mesure. Et du coup, à un moment, j'avais eu une idée aussi et que j'ai demandé au prof. C'était, donc c'est un peu assez farfelu dans l'idée, c'est si on utilisait une intelligence artificielle donc, qui va se baser, donc, imaginons on prend une personne, enfin on va prendre une base de données, donc par exemple sur les réseaux sociaux, etc. On va constituer une personne, un peu comme un épisode de Black Mirror. Et cette personne, enfin qu'on a créée, du coup cette intelligence artificielle, on lui fait passer le même test. Donc en fait, sachant que quand j'ai posé la question au prof, il m'a dit qu'il n'avait pas forcément de réponse et que c'est une bonne question et que du coup il fallait qu'il y réfléchisse. Il m'a dit que normalement, a priori, si c'est la même base de données et si c'est le même algorithme, on est censé tomber sur le même résultat. Euh, du coup, ça pourrait être un moyen de vérifier cette solution. Bref, en attendant de pouvoir tester ça sur un robot ou en faisant passer le test à une personne 10 000 fois, ce qu'on peut faire, c'est que au lieu d'administrer le même item, donc par exemple si on veut tester mon niveau de confiance en moi, au lieu de me poser la question à quel point à quel point estimez-vous avoir de la valeur en tant que personne, au lieu de me poser la question 20 fois, on va me poser des questions qui sont relatives à la recherche à un questionnaire de confiance en soi, mais du coup on ne va pas m'administrer le même item. On va administrer plusieurs items différents, mais qui sont substituables. Donc par exemple, un coup on va me dire est-ce que vous pensez que vous avez de la valeur, un coup on va me dire est-ce que vous pensez que les personnes estiment que vous avez de la valeur, par exemple. Ou on va me poser une question est-ce que vous êtes, je sais pas moi, fier de vous, je me sens fier de moi, etc. Ça peut être des items. Voilà. Et en fait, on va appeler ces items équifonctionnels pour estimer le score vrai. Et du coup, c'est comme ça que l'on arrive à estimer des construits comme par exemple la motivation, l'estime de soi. C'est des questions qui veulent arriver au même but, mais c'est comme quand on dit tous les chemins mènent à Rome. En fait, c'est différentes questions qui veulent arriver au même but, et du coup, comme les gens, on va pas leur poser tout le temps la même question, on va leur poser plein de questions qui veulent arriver au même objectif. Donc c'est comme ça qu'on peut essayer de vérifier. Et en fait, en fonction de leur réponse, on va calculer la moyenne de leur réponse pour avoir une idée de la moyenne en fait de toutes ces réponses. C'est ce qui va donner une idée de leur niveau, par exemple, de confiance en eux, d'estime de soi, etc. Donc ça, c'est le postulat numéro 2. Donc je rappelle, le postulat numéro 1, c'est que pour une personne, il y a donné un score, il va y avoir une composante vraie et une composante d'erreur. Le postulat 2, c'est que par définition, le score vrai, c'est en fait quand on va répliquer une mesure, la moyenne de ces répliques, c'est ce qui va se rapprocher, qui va donner une estimation du score vrai. Ensuite, on passe au postulat numéro 3. Alors, le postulat numéro 3, c'est que les erreurs suivent une distribution normale et que l'espérance mathématique de l'erreur, donc en fait la moyenne des erreurs, est nulle. Donc, expliquons cela.
Donc les erreurs elles vont suivre une distribution normale, donc une distribution en forme de cloche parce qu'elles sont aléatoires. Et du coup, parmi les règles en statistique, par définition, quand on va faire des choses au hasard, donc sur un plan aléatoire, il va y avoir une distribution normale, donc en forme de cloche. Si par exemple il y a un jeu où on doit lancer une balle et ensuite ça va passer par des barreaux et ça va arriver en bas, c'était un peu un jeu qui passait aussi à la télé, en fait ça, si on essaie de lancer plusieurs balles et qu'on voit où est-ce qu'elles arrivent, ça va faire une distribution en forme de cloche. Et donc, le pourcentage d'erreur, donc, il est strictement aléatoire, c'est-à-dire que la variation, elle est imprévisible. On ne sait pas ce qui va impacter le score vrai. Et donc, en fait, utiliser le hasard pour, parce que, comme dirait notre prof si joliment, utiliser le hasard pour expliquer un phénomène est l'équivalent de l'ignorance, on ne sait donc pas, donc on considère que ça varie au hasard. Donc en fait, quand on ne sait pas quelque chose, on considère qu'on va prendre en compte le hasard. Et donc, ça c'est pour la partie, les erreurs qui suivent une distribution normale sont aléatoires. Et la deuxième partie de ce postulat, c'est que l'espérance mathématique de l'erreur est nulle. Donc ça veut dire que la moyenne des erreurs que l'on va avoir va être nulle. Donc ça veut dire que pour une infinité de mesures, les erreurs en fait elles vont se compenser entre elles. C'est-à-dire quand la note du sujet elle est considérée, la note du sujet en fait elle va être considérée comme un fait du hasard. Donc si j'ai eu 15, ça va être lié au hasard parce qu'il y a une partie qui est mon score vrai et une partie qui est liée à l'erreur. Donc ça c'est par rapport au postulat 1. Et donc cette partie liée à l'erreur, on va supposer qu'elle est liée au hasard, mais on va aussi supposer que ce hasard va se compenser. Donc peut-être qu'aujourd'hui, mon erreur, j'ai eu 15 au lieu d'avoir 14. Demain, je vais avoir 16 au lieu d'avoir 15. Et donc en fait, cette erreur, ça veut dire qu'elle se compense entre elles. Et du coup, on estime qu'elles ont une moyenne quasi nulle. C'est un peu complexe. C'est-à-dire que quand on n'a pas toutes les informations sur les lois qui s'appliquent, on doit dire que le système n'est pas déterminé en partie, et du coup cette absence d'explication est considérée comme le hasard. Et du coup, sur un nombre de fois infini, on va répliquer la même mesure, donc on va poser la même question, les mesures vont se compenser entre elles. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a une note qui va tout le temps réapparaître. En fait, c'est lié au postulat numéro 2. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à force de répliquer, on va avoir la même réponse, enfin une estimation d'un truc qui vient souvent. Et du coup, le pourcentage d'erreur, il va suivre, vu qu'il est aléatoire, il va aussi se compenser. Ensuite, on va passer au postulat 4. Donc la valeur de la composante d'erreur étant aléatoire, comme on l'a dit, elle est indépendante de la valeur du score. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de corrélation entre l'erreur et la mesure du score vrai pour un nombre infini de mesures. C'est-à-dire que si mon vrai niveau c'est 15, il ne va pas y avoir d'impact entre mon vrai niveau et l'erreur. C'est juste à la sortie qu'il va y avoir une erreur. Donc, un construit psychologique, c'est quelque chose qui varie. Et donc, une variable psychologique, pour rappeler que des individus différents ne se situent pas tous au même niveau. Et donc, en fait, ça rappelle aussi une approche de la psychologie différentielle. C'est-à-dire, supposer l'existence d'un construit, c'est aussi partir sur une approche différentielle. Et donc, chaque score est en quelque sorte un score vrai. Donc, en fait, au niveau théorique, on suppose que chaque individu a un résultat différent. Et au niveau empirique, on va faire passer un test. Et donc en fait, les différences individuelles, elles révèlent que les sujets ont tous des scores vrais qui vont être différents. Et en fait, chaque estimation d'un score vrai est entachée par une erreur. Et dès lors que l'on évalue quoi que ce soit en psychologie, on a en partie raison, avec le risque que ce soit faux, car il va y avoir des variations individuelles qui sont mesurées et qui sont dues à des erreurs de mesure. Et donc en fait, un test, ça permet de réduire l'importance de l'erreur, parce qu'en fait, tout ça, c'est lié quand on va faire passer un test et qu'on va donner un sens à un score, on va le comparer au score de la moyenne. Donc imaginons, je passe un test de confiance en soi qui est sur 10 et j'obtiens 6. On va voir qu'est-ce que ce 6 représente. Et du coup, on va voir la moyenne, et avec la moyenne, on peut savoir à quoi correspond une très bonne confiance en soi, une confiance en soi trop faible, quelque chose qui soit au bord de la personne elle vraiment elle se dévalorise, etc. Ou qu'est-ce qui est correct. C'est comme par exemple quand on calcule l'IMC, l'indice de masse corporelle, à partir de quel moment on considère que telle personne a un poids correct, à partir de quel moment on considère qu'elle est en surpoids ou justement en sous-poids, ou enfin qu'elle est plus maigre que la norme. C'est-à-dire on va comparer par rapport à une norme. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a aussi un souci,
c'est que le test, en fait, il permet de réduire l'importance de l'erreur dans la mesure, et du coup, ça nous permet aussi de pouvoir légitimement dire, à partir d'un constat empirique des valeurs, sur les vraies différences individuelles. Et du coup, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a une relation entre ce que l'on a au niveau empirique, donc empirique, c'est ce qu'on évalue par rapport à toute la population, au niveau théorique, donc en fait ce que l'on va supposer, sachant qu'au niveau théorique on dit que chaque individu a un résultat différent, mais au niveau empirique, donc quand on va tester concrètement sur le terrain, on va quand même faire passer un test. Et donc on peut se dire qu'il suffirait de calculer la corrélation entre le score théorique et le score vrai. Et donc plus la corrélation est élevée entre ce qui est observé, et le score vrai, plus la mesure est précise. Donc en fait, si par exemple on suppose qu'il n'y a aucune erreur de mesure, ça veut dire que le score observé est égal au score vrai. Et donc il y a un parfait alignement. Maintenant, si le score observé il est différent du score vrai, mais pas trop, le classement du sujet est assez peu différent et du coup il y a une corrélation qui est forte. Et si le score observé il est très différent du score vrai, ça veut dire qu'il n'y a plus de corrélation et du coup ça diminue. Bref, tout ce blabla, c'est pour dire que plus les erreurs sont importantes, c'est-à-dire plus au niveau empirique, il va y avoir un bouleversement du classement des notes qui sont observées relativement au score vrai. Et donc en fait, ce que l'on va faire, c'est que on va essayer de voir en fait les différentes corrélations entre ce que l'on va mesurer. Donc en fait, et encore, c'est même pas ce que l'on va mesurer, ça va être l'estimation du score vrai avec un score théorique. Par exemple, je suppose que on va faire passer le test à individu A, B, C, D. Et du coup, je vais dire que moi je sais que l'individu A est super fort, donc je sais que lui il va avoir la meilleure note. L'individu B il va avoir une note un peu moins bien, l'individu C un peu moins bien, et l'individu D ça va être le dernier. Et en fait, je vais faire passer le test et je vais me rendre compte qu'en fait l'individu A il est en deuxième position. Je vais me rendre compte que l'individu B a été meilleur que l'individu A. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais comparer mon score que j'avais prévu, donc mon score théorique, avec le score que je vais voir sur le terrain. Et en fait, je vais essayer de voir est-ce que je me suis trompée parce que du coup, je me suis trompée de façon générale, ou est-ce que je me suis trompée parce qu'il y a eu un lien avec le pourcentage d'erreur. Et en fait, et c'est ça en fait le calcul de la corrélation, c'est-à-dire qu'on va voir si les résultats que j'ai prévus, c'est la même chose que les résultats que j'observe sur le terrain. Est-ce que tel élève a vraiment mieux réussi que tel élève parce qu'il est meilleur, ou est-ce que tel élève a mieux réussi parce que il a eu de la chance. Donc la chance, le fait de dire il y a eu de la chance, ça veut dire qu'il y a eu un pourcentage d'erreur qui a fait que exceptionnellement il a mieux réussi que cet élève. Et du coup, c'est à partir de là qu'on va voir, qu'on va calculer en fait la corrélation et du coup savoir si ma prédiction était vraie ou non. Donc ça, c'est pour dire que le score vrai, il n'y a pas de lien direct entre le score vrai et l'erreur de mesure. C'est-à-dire que, bien évidemment, pour un nombre infini de mesures. C'est-à-dire que je peux très bien faire repasser le test 1000 fois et me rendre compte que, non, en fait, j'avais raison, l'élève A est meilleur que l'élève B, et c'est juste que dans ce test-là, l'élève B a été meilleur, mais en vrai, c'est pas vraiment important, c'est juste lié à l'erreur. Et donc ça veut dire que ma prédiction, elle n'est pas en lien en fait avec l'erreur. C'est-à-dire ma prédiction était correcte parce que justement ma prédiction était basée sur un score vrai. Sachant que même l'idée du score vrai est une hypothèse. Parce qu'il n'y a pas réellement on ne peut pas vraiment estimer un score vrai. Et du coup, on passe ensuite à ce que l'on appelle l'indice de fidélité. Donc la définition d'un indice de fidélité, c'est la corrélation entre les scores observés et les scores théoriques. Donc c'est ce que je disais. Est-ce que le fait que on va savoir si moi je dis que l'élève A est meilleur que l'élève B, je vais tester et voir est-ce que les résultats de l'élève A sont vraiment meilleurs que les résultats de l'élève B. Et du coup, c'est ce calcul qui va me permettre de définir l'indice de fidélité du test. Et donc en appliquant deux postulats que l'on emprunte à la théorie psychométrique, on obtient l'indice de fidélité. C'est-à-dire que la corrélation, c'est un rapport d'écart-type vrai vs écart-type observé. Donc après, en fait, il y a des éléments qui vont être pris en compte et qu'on va prendre au niveau de la psychométrie qui ne sont pas forcément acceptables en statistique. Et du coup, par définition,
Donc ça, c'est ce qu'on avait dit. Donc si on dit que, le score vrai, ça va être l'espérance mathématique de la mesure, donc ça va être la moyenne, c'est ça qu'on va prendre en compte et du coup, c'est ça qui nous permet de trouver l'indice de fidélité. Et donc si l'écart type permet de mesurer la sensibilité des scores, le rapport des écarts types correspond à une estimation de sensibilité sur les rapports vrais et observés. Ok, j'ai l'impression que c'est un peu du blabla ce que je raconte, mais c'est un peu la partie compliquée de la psychométrie. Ensuite, décomposition donc de la variance en partant donc de la variance des scores les erreurs étant aléatoires. Bref, on part du principe que la variance c'est la variance de la valeur vraie plus la variance de l'erreur. Et donc en fait, dans une approche psychométrique, on va avoir une décomposition de la variance avec une source qui est systématique, donc c'est-à-dire le sujet, le score vrai, qu'on ne manipule pas. Contrairement aux statistiques, cette source n'est pas contrôlée. Et on a une source de variance, d'erreur, comme dans les modèles d'analyse de la variance. Donc ils sont aléatoires, parce que l'erreur est aléatoire. Et donc en fait, la variance qui va être observée, donc les différences individuelles des performances dans un test, vont s'expliquer par les vraies performances et l'erreur. Et donc la variance mesurée dans un test, elle va toujours surestimer les vraies différences entre les sujets. Et donc dans toute mesure en psychologie, tous les écarts mesurés entre les sujets surestiment les vraies différences entre les sujets. Et donc sur un groupe de sujets, la variance de l'erreur rajoute une quantité à la variance de score vrai et du coup elle surestime l'ampleur des différences individuelles. C'est-à-dire que l'erreur en fait il va toujours y avoir un problème à cause de l'erreur et du coup à cause du pourcentage d'erreur on ne peut jamais vraiment vérifier, on ne peut jamais vraiment connaître le score vrai. Et donc l'effet des erreurs de mesure sur l'ampleur des différences individuelles, le fait de rajouter une part d'erreur à chaque score et du coup globalement sur l'erreur. Okay. Donc le fait de rajouter une part d'erreur, c'est ce qui fait que les variances vont toujours être surestimées. Alors, quelles que soient les circonstances, l'ampleur de la variance vraie sera toujours supérieure à une variance observée. Alors, quelles que soient les circonstances, l'ampleur de la variance vraie sera supérieure à une... la part de la variance observée sera... La part de la variance observée sera toujours supérieure à la variance vraie. Parce que du coup, en fait, elle va plus varier. Je crois que c'est ça. Enfin bref, ça c'est la partie sur l'indice de fidélité, l'explication de la variance, etc. Et du coup, c'est lié au postulat numéro 4. Donc si on fait un bref récap sur les 4 postulats, le premier, c'est que dans un score, il va y avoir une partie qui va être vraie, donc le score vrai, et une partie d'erreur. Donc dans une note, il y a une partie qui correspond à notre réel niveau et une partie qui correspond à l'erreur de mesure. Donc ça peut être le prof, ça peut être la question, etc. Le postulat numéro 2, c'est que par définition, le score vrai, ça va être l'espérance mathématique de la mesure. Donc ça veut dire que c'est la moyenne que l'on obtiendrait si la personne répliquait la même mesure à chaque fois. Donc si on pose 10 000 fois la même question, la moyenne des réponses, par exemple, je vais passer 10 000 contrôles sur la même matière, sur le même sujet, la moyenne des notes que je vais obtenir, ça va se rapprocher de mon score vrai, donc de mon réel niveau. Donc au contrôle. Donc si par exemple aujourd'hui j'ai eu 15 au même contrôle, enfin au même type de contrôle, j'ai eu 14, ensuite j'ai eu 18, etc. Toute cette moyenne, ça se rapproche de mon vrai niveau. Ensuite, le postulat 3, c'est que les erreurs, comme elles varient et qu'elles sont aléatoires, elles vont suivre une distribution normale. Et justement, comme elles suivent une distribution normale, leur moyenne, donc la moyenne des erreurs, elle va se compenser. Donc l'espérance mathématique de l'erreur est nulle. C'est-à-dire que un coup, l'erreur, elle va rajouter plus 1, un coup, l'erreur, elle va rajouter moins 1. Donc forcément, elles vont se compenser entre elles. Et le postulat 4, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre l'erreur de la mesure et entre le score vrai. Donc il n'y a pas de lien entre le score vrai et l'erreur. C'est-à-dire que mon niveau, mon score vrai, mon niveau, il ne va pas dépendre de l'erreur que l'on va mettre quand on va mesurer mon niveau. Et enfin, donc, la définition de l'indice de fidélité. Donc l'indice de fidélité, c'est le fait de calculer la corrélation entre notre score théorique vrai, donc celui que l'on suppose,
et le score que l'on voit sur le terrain. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'indice de fidélité. En fait, c'est pour savoir si l'outil qui est utilisé pour mesurer peut vraiment prédire de façon efficace. Donc voilà pour la partie sur les postulats. Ah non, pardon. J'allais dire voilà pour la partie des postulats, parce qu'après on passe sur un autre type de postulat, qui est la théorie des formes parallèles. Et donc du coup là on s'est arrêté au postulat 4. Et du coup je vais passer à une autre vidéo pour parler de la théorie des formes parallèles.